jeu aussi. Une première émission pleine de vœux pour cette année 2018. Qu'elle soit riche de films inédits ou méconnus, peu importe, avec pour seule obligation l'émotion. Pour cette rentrée, j'ai demandé à la Voix du cinéma de minuit de nous accompagner. Cette semaine, dans Story Classique, l'espiègle Jean Rochefort nous revient. Et on termine avec le rendez-vous incontournable des trésors de la cinéphilie à la télévision, le cinéma de minuit. En cette matinée grisante, où de la position privilégiée que j'occupais, j'entendais le chant des oiseaux précéder les bruits de la ville, je songeais à tout ce qu'il m'avait fallu de chance, d'audace et, oserais-je le dire, d'ingéniosité pour en arriver là. Un homme perché, un flegme qui n'avait rien de britannique, 7 décennies de carrière, 3 Césars et une moustache qu'il portait comme un masque. Jean Rochefort restera inoubliable, bien qu'il nous ait faussé compagnie en octobre dernier, à l'occasion de la sortie d'une biographie exhaustive et de la rediffusion sur OCS de 2 de ces comédies subtiles qui ont fait rire la France des années 70. Nous avons voulu lui dire « À bientôt, Jean ». Vous allez rire, c'est une méprise. Figurez-vous que je cherche une personne qui a une veste à carreaux du même dessin que la vôtre. Près de 170 films, des rôles marquants devant la caméra de Bertrand Blier, Philippe de Broca ou encore Louis Buñuel. Une foisonnante et éclectique filmographie et un acteur à part qui sont racontés par le spécialiste et journaliste de cinéma Jean-Philippe Guérand dans une épaisse biographie résultat de 8 années de travail. À part ça, quoi de sans sas? Qui était Jean Rochefort? Pour commencer, un enfant perdu. C'est quelqu'un qui a grandi de ville en ville, parce que son père travaillait pour une compagnie pétrolière et était muté de ville en ville. Donc il a vraiment une jeunesse, je dirais, un petit peu déchirée, où il avait du mal à avoir des amis en classe, parce qu'il était, justement, il n'était pas d'un lieu. On est bien à 20 km de notre belle capitale. Et plus tard, un acteur qui fut longtemps cantonné au second rôle dans des drames mais aussi des comédies, aux côtés notamment de Jean-Paul Belmondo dans 2 films de Philippe de Broca. C'est d'ailleurs sur Cartouche, en 1962, qu'il découvre ce qui deviendra sa raison d'être, l'équitation. Il a hésité carrément à arrêter d'être acteur pour devenir uniquement éleveur. Il est clair qu'il a accepté des nombres de rôles mais inouïs dans des films qui ne le méritaient pas toujours, hein, des films qui étaient vraiment très mauvais quelquefois, mais c'était pour pouvoir payer, il disait, c'est les films à avoine-foin. C'était pour pouvoir entretenir ses chevaux, parce que ça coûtait très cher. Et je pris conscience de ce que, si les femmes sont désirables, les chevaux sont roux et les forêts profondes. Mais celui qui aimait dire de lui qu'il était un pince sans rire était aussi un perfectionniste jamais satisfait, révélant un aspect de sa personnalité parfois rêche, provoquant quelques étincelles professionnelles. Tiens, téléphone-lui au ministre, je connais son numéro privé. Balzac 1439, dis-lui qu'il aille à Bruxelles avec ses valets. Mais que moi, je reste chez moi avec ma femme et mes enfants. Par exemple, il y a un des metteurs en scène avec lequel il a le plus tourné, qui est Patrice Lecomte. Le premier film qu'ils ont tourné ensemble, ça a été un cauchemar. Les WC étaient fermés de l'intérieur, a été un cauchemar absolu. Rochefort, qui avait des velléités lui-même de devenir réalisateur, a du mal à supporter le fait d'être dirigé par un jeune homme, en fait. Il a peu de considération pour lui. Et carrément, à un moment donné, il y a un tel clash qu'il va demander au producteur Alain Poiret de reprendre lui-même la réalisation du film. Et heureusement, l'équipe technique s'est révoltée. Donc a refusé, a dit nous, dans ce cas-là, on arrête de travailler. Et du coup, c'est rentré dans l'ordre. Mais ça a été un calvaire entier. Tout le tournage s'est passé comme ça. Et je te prie de ne pas me faire le masque, parce que je suis déjà sur les nerfs. Et donc, ce qui est très étonnant, c'est que 10 ans après, Patrice Lecomte a eu le culot de solliciter Jean Rochefort pour jouer dans Tandem. Et là même, Rochefort a été tellement surpris que quand il lui a proposé le scénario, il lui a dit « mais tu es sûr ?» Tandem, mais aussi Ridicule, et Le mari de la coiffeuse. En tout, Rochefort et Lecomte tourneront pas moins de 7 films ensemble. Mais outre Patrice Lecomte, sa grande rencontre cinématographique fut avec l'acteur et réalisateur Yves Robert. Il y a une anecdote assez marrante, c'est qu'en fait, au tout début, quand il avait une quinzaine d'années, Jean Rochefort est allé avec sa mère, il habitait en province, il est allé à Paris, et il est allé au théâtre. Et le premier acteur qu'il a frappé, c'était Yves Robert.
Donc il a été marqué par Yves Robert dans Lilium comme acteur, et des années après, il a retrouvé Yves Robert. Donc il y avait une espèce de connivence réciproque entre les deux qui était incroyable, parce qu'en plus ils avaient tous les deux la même vision de la vie, la même façon de vivre à la campagne, un petit peu loin des feux des projecteurs. Donc c'est pour ça, je pense aussi, que Jean Rochefort, qui n'a jamais été autant lui-même que dans ses films, est aussi la reproduction d'Yves Robert. Ensemble, ils collaboreront sur plus de 7 films, parmi lesquels Un éléphant ça trompe énormément et la suite Nous irons tous au paradis. Ce sont des films populaires, donc il y a toujours un paradoxe qui fait que quand un film est populaire, forcément il est moins considéré. Mais les films d'Yves Robert dans lesquels il a joué, il en a joué beaucoup, je crois qu'il a fait 9 films avec Yves Robert, c'est des films qui resteront. Des films autant que des personnages, pudiques ou exubérants, gaffeurs ou flegmatiques, voilà ce que nous aimerions garder de Jean Rochefort, sans jamais oublier la volupté de cette voix qui incarnait de la plus belle manière le raffinement populaire. Nous nous quittions sans nous laisser d'adresse. Elle, tout essoufflée de plaisir. Moi, le visage tuméfié par le désir. Le cinéma est une langue dont on saisit la richesse universelle quand on fait dialoguer les œuvres entre elles. L'éditeur vidéo Blackout en a saisi toute la subtilité, en nous offrant l'occasion de pousser plus loin cette démarche qui devrait ravir tous les spectateurs avisés que vous êtes. Il nous propose une expérience originale contenue dans une box qui est loin de ressembler à une boîte de Pandore. Revue de détail avec Jean-Yves Bloch, son directeur général. Il y a une initiative que vous lancez qui m'intéresse énormément. Vous modernisez la cinéphilie et vous avez créé un objet particulier, un objet hybride. C'est cette Cinébox. Absolument. On l'ouvre. Je voudrais que vous me racontiez ce qu'il y a dedans et comment vous avez envisagé cet objet. Beaucoup de box existent en cosmétique, en gastronomie, mais très très peu sur la culture. Puis, pendant qu'on chauffait nos moteurs, une première box cinéma est née. D'où aussi le fait qu'on a dû en tenir compte pour concevoir cet objet qui mélange à la fois, on le voit, 2 DVD de collectionneurs, le classique de Raoul Walsh, tout cela autour d'un thème, et on a commencé par le gangster au cinéma. Donc un grand classique, mais en même temps pas tarte à la crème. C'est là que notre obsession pour la découverte et la transmission de la découverte s'exprime, c'est que voilà, on n'est pas allé sur les Scorsese ou le Parrain que un peu toute personne qui aime le cinéma a vu. They coded that guy's a copper. What? He's a T-man. I know him. His name is Fallon. Sure? Yeah, he pinched me 4 years ago. Don't go for your guns. L'autre bout du spectre, toujours sur la partie physique, un film en deux volets. Le Gang of Wasseypur, une fresque de près de 5 heures, qui effectivement est une espèce de parrain indien. Avec ces 2 piliers, on a au cœur de cette cinébox cet objet qui est la modernité, puisque là vous avez une carte d'abonnement pour 3 mois de la SVOD sur donc le site Univers Ciné qui permet pendant les 3 mois d'accéder à plus de 150 films, et dont une partie reprend la thématique de gangsters. Des gangsters, absolument. Mais comme c'était pas suffisant et qu'effectivement cette box faut toujours aller plus loin, marche sur la passion que nous avons en tant qu'éditeur pour l'écrit, et donc vous trouvez effectivement une revue qui est quasiment un book magazine, hein, en tout cas qui est là aussi conçu comme un objet de collectionneur et qui va en quelques articles, en passant par une frise temporelle sur l'histoire du cinéma de gangsters, vous initier aussi et vous faire approfondir certaines thématiques. Et à cela, donc, on rajoute quelques objets. D'abord, une très chouette. Je connais plusieurs personnes qui ont acheté la Cinébox rien que pour cette affiche, qui est une affiche très kitsch. Qui est une affiche assez kitsch de gang, mais qui a son charme. Hein.
On a par ailleurs donc un jeu de cartes qui paraît anodin, mais qui ne l'est pas, puisque vous allez trouver toute une galerie de portraits des plus grands gangsters historiques de l'histoire. Moi, ce qui me plaît aussi dans cette initiative de la Cinébox, c'est que c'est un objet qui n'est pas uniquement pour les cinéphiles, mais c'est aussi une manière de s'initier à la cinéphilie. Elle est avant tout destinée à un large public pour faire rêver ceux qui rêvent d'être cinéphiles. Quels sont les autres thèmes qu'on va retrouver et c'est quoi votre parution? C'est mensuel, trimestriel? Pour la box, donc, elle va effectivement continuer à ce rythme trimestriel au moins pendant tout 2018. Et les prochaines qui sont déjà non seulement imaginées, mais largement conçues, c'est d'une part une cinébox sur donc le sport, qui aura d'une part Coup de tête de Jean-Jacques Hano et un inédit complet des frères Safdie qui s'appelle Lenny Cook. Une cinébox qui sera dédiée à la cuisine avec les délices de Tokyo, donc de Naomi Kawase, pour le contemporain et le festin de Babette de Gabriel Axel. Nous avons déjà les 10 prochaines années en chantier de la Cinébox, avec en particulier des axes géographiques qui nous donnent envie de faire une box Tokyo au cinéma, de faire une box New York ou Paris au cinéma. Merci beaucoup, Jean-Yves Bloch. Pour la génération des quarantenaires, il est le Yoda de la cinémathèque moderne. Alors, respect. Patrick Briand a créé en mars 1976 un rendez-vous incontournable pour ceux qui veulent s'initier aux perles rares et autres chefs-d'œuvre incontestés. Le célèbre Cinéma de minuit, tous les dimanches soirs sur France 3. Aujourd'hui, 40 ans d'émotions et de souvenirs et 2000 films inédits ou méconnus sont réunis dans un magnifique ouvrage. Une occasion pour tous les Luke Skywalker de la cinéphilie et de l'Hexagone de dire merci à leur père. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, notamment ceux qui étaient en province, qui avaient de la difficulté pour voir des films, que grâce au cinéma de minuit, ils avaient découvert pas mal de choses et qu'ils voyaient d'ailleurs les films en cachette de leurs parents, parce que c'était souvent tard le soir. Leurs parents regardaient le cinéma de minuit et eux regardaient par une porte ouverte la télévision. Quels étaient les critères qui présidaient au choix des films que vous souhaitiez diffuser? Il y avait un critère très simple, c'est-à-dire de ne pas passer ce qui pouvait passer ailleurs. Peut-être revenir un instant à l'origine du cinéma de minuit. Quand FR3 a commencé, il n'y avait pas de case pour les films en VO, etc. Nous avions donc décidé de demander une 5e case. Le gouvernement, toujours très courageux, nous a dit « Écoutez, débrouillez-vous avec les gens du cinéma ». Nous avons été obligés de faire un chantage. Nous télédiffusions Le Masque et la Plume. Or, les gens du cinéma détestaient Le Masque et la Plume à la télévision. Ils le toléraient à la radio, qu'on fasse des réserves, même dire du mal d'un film, à la radio, pas à la télé. Donc, au cours d'une réunion qu'on a eue, on leur a dit « Écoutez, vous n'aimez pas Le Masque et la Plume que nous télédiffusons ?» « Ah non, pas du tout, du tout. » Eh bien, on va faire un échange. On arrête et vous nous donnez la 5e case. Le cinéma de minuit, c'est un générique visuel et sonore. C'est ce qu'on appelle en radio, il y a un indicatif. Dès qu'on entend le générique du cinéma de minuit, on se dit « Ah, ça y est, ça commence ». Le vôtre, il a été composé par un grand musicien de musique de film qui est Francis Lay, qui a travaillé avec Christian Jacques, Bertrand Blier, et notamment toute la filmo, je crois, de Claude Lelouch. Qui a pensé à Francis Lay pour créer l'identité de votre générique? Alors, c'est pas moi, parce que je suis très, très médiocre dans le domaine de la musique. C'est au cours des réunions de travail qu'on a eues, avant la création du cinéma de minuit, quand on a choisi le nom et des choses comme ça. Le nom de Francis Lay est venu, mais il est venu assez rapidement, parce que Francis Lay était le compositeur, déjà, c'est-à-dire la musique du film de 20h30. Il y avait une succession d'yeux qui apparaissaient, et il y avait les musiques de Francis Lay. Donc là, on a pris la même musique qu'on a fait jouer uniquement au violoncelle, pour qu'elle soit différente. Je fais de vous, comme beaucoup, le père de la cinémathèque moderne. On l'a dit, Langlois, Mitry, Franju ont créé la cinémathèque en 1936. C'était donc vos contemporains. Vous avez suivi leur combat, vous avez suivi leur engagement. Est-ce que ça a nourri quelque chose en vous? Je suis allé énormément à la cinémathèque. C'était une pépinière de gens
qui découvraient un art qu'ils ne connaissaient pas, le cinéma, et qui sont devenus réalisateurs, scénaristes, programmateurs. Vous avez croisé Godard, Rohmer, Non, Chabrol? c'était juste la génération avant. Mais j'ai croisé Corneau, Tavernier. Notre rencontre, elle aurait pu tourner autour de cette simple question. C'est quoi la cinéphilie? C'est n'avoir aucun... Essayer d'avoir aucun parti pris. Ne pas croire, avant de voir un film, qu'il est bon ou pas bon. Être curieux. Ne pas se faire de barrières. Moi, je connais des gens qui ne voient plus de films postérieurs à 1970. Je pense qu'ils ont tort. Bon, mais chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est toujours essayer de voir des films qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce qui fait qu'un film ne vieillit pas? C'est comme un ami qu'on a envie de revoir, et un ami qui vieillit, on a toujours envie de le voir. On le croit toujours aussi jeune, et il faut au contraire aller le revoir. Patrick Brion, pour ce que vous avez fait et pour ce que vous faites encore, le tribut de la reconnaissance sera toujours maigre, mais merci énormément. Merci à vous. Merci D'être un incroyable passeur. Merci. La rigolade s'organise! Eh bien, puisque c'est ainsi, la semaine prochaine, nous parlerons de Jean Gabin avec un invité prestigieux mais secret. Et contre les frimas de l'hiver, nous nous réchaufferons devant l'incendiaire Marilyn Monroe qui n'en finit pas de faire brûler en nous le feu de la passion.